J'allais profiter pour vous poser 2 ou 3 questions avant de continuer. Ok. Il y avait combien de personnes qui étaient en prison à la CPI? C'est Gbagbo et puis Blé Goudé. Ok. Qui a sorti avant qui? Gbagbo est sorti avant Blé Goudé. Quand Gbagbo est sorti avant Blé Goudé. Oui. Quand Gbagbo partait à la LA, il allait avec un passeport? Il n'est pas parti avec un passeport. Mais qui a amené le passeport de Gbagbo à Gbagbo Laurent? Ah, ça, je n'en ai aucune idée, honnêtement, mais je sais que son passeport lui a été remis à l'ambassadeur. Son passeport lui a été remis, si je ne m'abuse, même par Ahmed Bakayoko. Ok. Si je ne m'abuse. Ok. Ce que je veux dire là, en termes de responsabilité dans l'échelle de l'État, vous avez vu un moment avant que Gbagbo ne vienne là. Ahmed Bakayoko était beaucoup en contact avec Nadi à Bruxelles. Ça, tout le monde a pu constater ça. Ce que je veux dire simplement, est-ce que pour cette raison-là, ça veut dire qu'Ahmed Bakayoko soutient Laurent Gbagbo? Claude Saï que vous voyez qui allait remettre passeport là. Il y a en bas de toutes les choses, et puis il y a ce que tout le monde voit. Oui. Claude Saï n'est que le directeur du cabinet du chef de l'État. Exactement. C'est un employé à qui on dit va faire ça et puis il fait. Point. Mais ce que je vais dire au grand jour, que beaucoup ne savent pas, c'était pas un passeport qu'il était allé remettre. Parce que celui qui parle là, c'est de quoi il parle. Celui qui parle là, il peut prendre le risque de te dire, il y a certaines choses qui se passent devant moi. Est-ce que vous entendez très bien? Mais oui, je suis là. Voilà. C'était pour dire à Blé Goudé, quand tu vas revenir au pays là, voilà comment tu dois te comporter. C'était tout. Sinon, il aurait pu recevoir son passeport à l'ambassade ou bien quelque part, et puis les choses passaient. Mais comme on sait que c'est un incorrigible, et on sait très bien qu'il ne va jamais tenir sa parole, on a tenu à prendre l'histoire en témoignage pour lui dire ça. Parce que c'est des gens, tout comme son maître Laurent Gbagbo, tu as beau leur parler, mais aujourd'hui, si Laurent Gbagbo viole les principes qu'il a signés avec le greffe de la CPI, que Blé Goudé vient aujourd'hui à violer les principes de ce que lui et Claude Saï, à travers le gouvernement ivoirien, on lui a dit de faire. Quand Blé Goudé vient soutenir aujourd'hui des gens, on nous parle de 150 000, mais c'est faux. C'est plus que ça. Et en termes de stratégie, c'est plus que ça. Ils sont en train de violer leur propre serment. Est-ce que quelqu'un qui viole un accord est quelqu'un qui a changé? Non. Mais il faut convoquer l'histoire pour qu'on rappelle un peu qui est qui en Côte d'Ivoire dans ce pays-là. Cher frère, vous êtes, pardon, je dis cher père, vous êtes plus âgé que moi. Je vais me tromper, mais je convoque l'histoire. Et rappelez-moi sèchement à la réalité. Je ne suis pas xénophobe. Quand on fait prendre le pays, la Côte d'Ivoire était un pays où tout était à refaire. Oui, oui. Les femmes ivoiriennes partaient se prostituer au Ghana. Les rares intellectuels qu'on a eu comme les Oufoué là, ils sont partis à l'école de William Ponty où sortaient médecins africains. À part soigner, mettre mercurochrome pour soigner plein là, il n'y a rien d'autre dans le diplôme là. Voilà les premiers intellectuels de la Côte d'Ivoire qui étaient là. Le premier palais que vous voyez qui est construit là, même ciment, point, tout est quitté en France. Il n'y avait même pas une seule scierie en Côte d'Ivoire, à plus fort de nos cimenteries. Oui, oui. Et c'est à partir de quelle année? De 1960, c'est jusqu'à dans les années 70 là qu'on va commencer à faire ces travaux-là. Tellement la Côte d'Ivoire n'était rien. Les enseignants qui venaient enseigner, c'était les Béninois, on les appelait les Dahoméens. Voilà comment la Côte d'Ivoire a commencé. Les Burkinabés, pour construire le canal de Vridi là, on a signé un accord avec le Moro Naba pour faire venir les Mossi là. Ils sont morts comme ça dans Vridi là. C'est qu'on ne vous dit pas aussi. Le deal qu'on a signé avec les Mossi là, on n'a jamais payé l'argent là. Ça aussi, il faut qu'on vous dise ça. Mais les enfants de ces gens là, la rame que vous voyez au plateau là, les travaux durs que les Ivoiriens ne pouvaient pas faire là, c'est les Burkinabés et les Mossi là qu'on a pris, qui ont fait ça. Il faut que les Ivoiriens ouvrent bien leur oreille, on va leur dire certaines vérités. Entre-temps, on avait les populations de la Côte d'Ivoire qui sont là.
Mais ceux qui sont venus pour aider la Côte d'Ivoire, là, est-ce qu'ils sont venus d'eux-mêmes ou bien est-ce qu'on les a invités à venir? Quelqu'un que tu as invité à venir, là, tu ne le traites pas comme un étranger. Tu le traites avec respect. Et pendant tout ce temps, les Ivoiriens ont bien vécu ensemble. Mais il y a le fond de toute chose et il y a la forme de toute chose. Après l'épisode Sékou Sanogo, où les enfants du Nord ont abandonné Sékou Sanogo pour suivre Félix Houphouët-Boigny, je saute un peu les détails, Houphouët a compris que s'il y a des gens qui peuvent lui ravir le pouvoir un jour, ça sera certainement parmi les gens du Nord. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce que je dis là, si c'est faux, s'il vous plaît, convoquez-moi pour me dire c'est faux. Il y aura un complot contre les gens du Nord pour qu'ils n'accèdent jamais au pouvoir. Et comment est-ce que ça sera fait? Ça sera fait de manière très froide. Quand ton papa s'appelle par exemple Bamba Karim, et que toi l'enfant, tu nais, toi l'enfant, on met ton prénom à la place de ton nom et on met ton nom à la place de ton prénom. Techniquement parlant, ça pose un problème. Oui. Et ça fera que donc ton père n'est plus ton père. Parce que chez vous, les gens du Nord, quand on dit Bamba Yakuba ou Yakuba Bamba, pour vous, c'est la même chose. Alors que devant les Blancs, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et donc là, montrez-moi une seule ethnie en Côte d'Ivoire qui faisait acte d'individualité si c'est pas les gens du Nord de la Côte d'Ivoire. Je convoque l'histoire et la mémoire collective. S'il y a une autre ethnie en Côte d'Ivoire qui a eu un jour, un seul individu parmi eux qui ont fait acte d'individualité, à part les gens du Nord, venez me dire. Il n'y en a pas. Si on ne renverse pas le nom du père, on renverse le nom de la mère. C'est uniquement les gens du Nord qui avaient ce problème-là, mais c'était fait intentionnellement. Et on les a encouragés à aller vers le fait de ne pas aller dans les écoles. Il faut favoriser le commerce. Il leur a favorisé la vie dans les métiers du secteur libéral. Et ce peuple-là s'est oublié dans la facilité. Mais ça va les rattraper. Dans l'administration, quand ils vont pour chercher un travail, ça devient difficile. Dans la vie courante, ils sont limités à un niveau. Ça, c'est le mal que Félix Houphouët-Boigny a fait. Mais quand Félix Houphouët-Boigny va mourir, Bédié, sachant les conditions dans lesquelles il a humilié Alassane Ouattara, pour pouvoir prendre le pouvoir, ce même Bédié-là se dit, il faut qu'on combatte encore ces gens du Nord. Et qu'est-ce que Bédié fait? Bédié fait carrément ce que Houphouët-Boigny faisait de manière froide, lui il le fait maintenant de manière radicale. Il vient avec le concept de l'ivoirité, qui est une promotion des valeurs ivoiriennes pour faire la promotion de tout ce qui est ivoirien. Mais quand tu fais la promotion d'un produit là, est-ce que cela t'oblige de facto à exclure d'autres produits? Non. Mais parmi les enfants de la Côte d'Ivoire, qui viennent du Nord, qui sont des Ivoiriens, eux, on les assimile aux étrangers et on voit chaque vendredi, comme vous les musulmans, vous aimez aller à la mosquée les vendredis. Si c'est faux, est-ce qu'on ne voyait pas les musulmans, on les attrape des vieillards, on les attache les uns aux autres avec leur boubou? Oui. Est-ce qu'on n'a pas vu des gens du journal Le Patriote et le journal Tassouma en train d'être éliminés? Et tous ceux qui ont été tués, ce sont les enfants du Nord. Est-ce qu'on n'a pas vu ici nos cadres que vous voyez aujourd'hui là? Il y a beaucoup qui ont perdu leur boulot parce qu'ils étaient des soutiens à Alassane Ouattara. Et quand vous prenez tout ça, vous voyez, ce sont les gens du Nord. Jenny Komena lui-même, quand ils vont voir ces frustrations-là, vous les gens du Nord, ce qui a fait que le RDA a été créé là. Quand vous partez aux réunions du PDCI là, parce que le RDA là, ça vient du PDCI, on dit, ah, vous la quittez dedans, on n'a pas besoin de vous. Et là, les Jenny Komena et autres se sont frustrés. Quand ils ont quitté là, ils ont dit que Jenny Komena aussi est ghanéen. Voilà comment le RDA est né. Le RDA est né, si je vais me limiter là, parce qu'on avait voulu prendre tout un peuple en entier, animaliser les gens du Nord, et puis leur dire, bon voilà, c'est nous, on va vous dire la place où vous devez rester. Ça, c'est à son animal de compagnie qu'on fait ça. Cher Ernest, est-ce que vous me comprenez bien?
Oui, oui. C'est à son animal de compagnie qu'on fait ça. On ne traite pas un être humain comme ça. Et vous pensez que des gens vont subir ça et puis vont devenir des faibles, ils ne seront pas des radicaux? Vous pensez qu'on peut traiter des gens comme ça, les humilier pendant plus de 20 ans et ils vont devenir des gens doux? Mais dans tout ça, ça peut faire mal, mais ça ne se limite pas là. Il y a un certain Laurent Gbagbo qui vient. Il manipule Gueye, qui dit être venu pour balayer la maison et qui reconnaît les effets néfastes et pervers des actes de Bédié. Mais Laurent Gbagbo va le manipuler. Laurent Gbagbo sort ici pour dire la constitution qu'ils ont écrite, c'est contre Alassane Ouattara. Et que lui va dire la vérité. Et encore, il va, même le corps d'Oufoué, il va attaquer le corps d'Oufoué. La vidéo est là. Ça est sur notre page. Tellement sa haine est grande, il va humilier le corps d'Oufoué. Que parce qu'Oufoué était devenu vieux et donc il ne pouvait plus servir. Mais que la constitution a été votée contre Ouattara. Et là, ceux qui disent que nous sommes des radicaux, allez leur demander les jeunes militaires que Gueye a tués là. Ils les ont tués comment? Et pourquoi on les a tués? Le coup d'état du cheval blanc, le coup d'état de la Mercedes noire, le coup d'état de la cabine, le coup d'état de tant, le coup d'état de je rêve, le coup d'état de mon je ne sais quoi. C'était exclusivement les gens du Nord qui étaient tués, les militaires. Mais quand Laurent Gbagbo prend le pouvoir véritablement, le charnier de Yopougon là, venez me dire s'il y a une autre ethnie dedans, si ce n'est pas les gens du Nord. On sait que ça a été du ciblage ethnique et que la volonté de Laurent Gbagbo a été de vouloir exterminer le peuple du Nord. Parce que pour lui, oui, Habib, je sais que vous savez, le matelas et autres, je n'ai pas envie de choquer les gens, c'est pourquoi je n'en parle pas. Mais avant le matelas, ils ont fait passer des véhicules sur eux d'abord. Il faut laisser ça. Il faut laisser. Cher frère, tu as raison, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que ça va me choquer. Mais toujours est-il que, oui, quand Laurent Gbagbo revient, il ne montre pas sa haine. Il dit clairement aux BT qui le soutiennent, parce que ce n'est pas tous les BT qui le soutiennent, avec les extrémistes de l'ouest de la Côte d'Ivoire, séchez vos larmes, je suis venu pour vous, contre le reste des populations de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça c'est faux? Et quand il est venu, la première chose, c'est par les charniers qu'il a commencé à éliminer systématiquement les hommes, les garçons. C'est que le pharaon faisait exactement. Chers frères, ne nous mentons pas, il y a eu trop de complots contre les gens du Nord en Côte d'Ivoire. Ce sont des humains en part entière. Ce sont des gens qui méritent d'être là et qui méritent d'être respectés comme tout le monde. Si moi je connais un homme du Nord qui n'est pas radical, je dirais que c'est fini pour toi. Parce que quand tu connais ton histoire, tu dois être capable de respecter ta propre souffrance. Mais lorsque Laurent Gbagbo vient, ça devient encore plus grave. Chaque matin, quand on se réveille, ce sont les cadavres. Venez me dire, camarade, il refait H, pourquoi il a été tué? À part le fait qu'on dise qu'il est soupçonné d'être un militant RDR. Quel autre crime a-t-il commis? On pouvait le tuer, mais le tuer et le jeter comme un chien au bord de la route. Même son corps a été humilié. Même le corps du président qu'on dit on soutient aujourd'hui a été déterré par Blé Goudé et traîné. Et vous voulez que nous on pardonne ça? Alassane Ouattara même la peut pardonner, c'est son problème, mais nous on ne va jamais pardonner. Ça, Alassane est fait de ce qu'il est fait, mais nous aussi on est fait de ce qu'on est. Moi je ne suis pas puissant comme Alassane Ouattara. Les gens avaient voulu que le Nord abandonne son fils Alassane Ouattara pour qu'on puisse les sous-humaniser et décider à leur place là où ils doivent être dans leur propre pays. Ça s'appelle comment? Même Hitler n'a pas fait ça. Hitler au moins donnait le droit de tuer à Auschwitz pour que les gens gardent leur dignité. Un être humain, quand tu es vivant et que quelqu'un t'a retiré ta dignité là, même un animal est mieux que toi. Si tu ne te révoltes pas, même un animal est mieux que toi. Laurent Gbagbo va aller plus loin. Il va nier à Alassane Ouattara tous ses droits. Mais Alassane Ouattara est aujourd'hui l'homme le plus fort de tous les fils du Nord. Si ça aussi c'est faux, venez me dire que c'est faux. Si on peut humilier l'homme le plus puissant parmi vous, et toi le plus faible, toi tu deviens quoi dans le jeu? Est-ce que vous vous posez ces questions-là?
Si on peut accepter que Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, toi, le pauvre commerçant, toi, tu deviens quoi? Donc, je vais dire que les militants RDA ont été des radicaux. C'est ce qui a permis à Alassane Ouattara de prendre le pouvoir. S'il n'y avait pas eu des radicaux, comme Chérif Ousmane, Alassane Ouattara n'allait pas être au pouvoir aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu des radicaux comme Koné Zakaria, Alassane Ouattara n'allait pas être au pouvoir aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu des radicaux comme Koulibaly Adam, Alassane Ouattara ne serait pas au pouvoir. S'il n'y avait pas eu des radicaux comme Koulibaly Daouda, je le connais très bien, tout ce que tu dis là, je connais. Tout a été construit devant moi-même. Si Koulibaly Daouda n'était pas un radical petit vélo, un vrai garçon, celui-là, on va le respecter. Cyclone sait de quoi je parle. Lundi noir le soir, ce que Konaté a fait à lundi soir, tout le monde connaît. Si elle n'avait pas été des radicaux là, Alassane Ouattara là, Laurent Gbagbo là, il n'allait pas prendre sa tronche pour signer l'accord de Pretoria. Ce n'est pas des gaietés de cœur qu'il a signé. C'est parce qu'il a eu des radicaux en face qui ont dit Alassane ou rien. Et ces radicaux comme Zakaria qui ont dit nous sommes venus pour combattre Laurent Gbagbo. C'est de ça qu'il est question. Et qui a accepté qu'on l'emprisonne injustement au Burkina. Oui, on est fiers d'être des radicaux. Et même s'il y avait un mot encore plus grand que radicaux, même c'est ce qu'on est. Et nous, on assume. Et donc, Laurent Gbagbo n'a pas changé aujourd'hui. Modibo Drabo, alias Mobio. S'il n'y avait pas eu ces radicaux-là, Laurent Gbagbo même a dit ça au PDCI. Je ne discute qu'avec ceux qui ont des armes. Parce que lui, il ne croit qu'à la violence. Et donc, je vous ai retracé un peu cette histoire-là pour que vous sachiez que ceux qui disent « Ah non, 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 on n'était pas là-bas », au moins, là, on vous a dit ce qui s'est passé avant. Mais quand ils vont perdre le pouvoir, je vais mettre un lien que je vais lire et vous allez écouter ce que ces gens-là faisaient au Ghana là-bas. Je vais mettre le lien que j'ai mis, je vais relire ce lien-là et puis maintenant, on va continuer. Je vous ai dit ce qui s'est passé avant. Je vais vous dire maintenant ce qui s'est passé après le pouvoir. C'est un article de Jeune Afrique et je vais lire ça ensemble ici. Pro Gbagbo exilé au Ghana. La revanche dans la peau. Ils se savent surveiller et font profil bas. Un an après la chute de Laurent Gbagbo, qu'ils ont côtoyé et soutenu, ils sont des dizaines à s'être installés au Ghana, à Accra ou dans les environs. Rares sont ceux qui osent vraiment l'espérer, mais tous rêvent de rentrer. Leurs blagues sont parfois d'un goût douteux. Attablés autour d'une bouteille de vin dans un maquis de la plage Labadi à Accra, les hommes plaisantent et se moquent des FRC. Cette armée entre guillemets d'analphabètes qui a précipité leur chute. Tous sont ivoiriens. Partisans de Laurent Gbagbo, ils ont été contraints à l'exil à la chute de leur mentor le 11 avril 2011. La revanche, ils y pensent tous les jours, en parlent entre eux, mais refusent d'être cités. On dit, tous ceux qui étaient au Ghana là, ils préparaient leur revanche. On va citer les noms, hein. Mais tout le monde ne peut pas avoir le même mode opératoire. Mais on va les citer ici. Mais eux tous, selon ce que l'article dit, la revanche, ils la ruminent, mais refusent d'être cités. Aucun n'a digéré l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir. Mais ils savent qu'ils n'ont rien à gagner à attirer l'attention des autorités ghanéennes. Autour de la table, les plans s'échafaudent. On se prend à espérer que la défaite de Nicolas Sarkozy au second tour des élections présidentielles françaises sonnera la fin du soutien international à Ouattara. Et l'on commente les dernières rumeurs de coups de force. L'argent, ce n'est pas un problème, assure l'un des convives. Nos avoirs gelés au pays, c'est de l'argent frais, une épargne en attendant que l'on rentre. Le restaurant tout neuf dans lequel ils aiment se retrouver a été sobrement baptisé Ghana Côte d'Ivoire et appartient à Benoît Komena Brown, président de l'Association des réfugiés ivoiriens de la diaspora, en abrégé ARID. Autrefois homme d'affaires prospère, il gérait la célèbre baie des milliardaires de l'île Boulay à Abidjan. Et ami personnel de Laurent Gbagbo, Brown
a lui aussi posé ses valises au Ghana où il vit avec sa femme et enfants. Ce jour-là, Wacha Kejebo, ancien directeur de campagne de Laurent Gbagbo à Bouaké, ne s'est pas joint à eux. Il préfère aller manger un atiéké dans un restaurant de Tessano, un quartier populaire de la capitale. En Côte d'Ivoire, Wacha Kejebo s'était fait remarquer en créant le Comité national de libération de Bouaké, après la rébellion de 2002. Après un an d'exil à Accra, il dit avoir abandonné la voie des armes, mais pas le combat pour faire libérer son ancien président, détenu dans une cellule à la Cour pénale internationale, dans la banlieue de La Haye. Un combat qu'il mène aux côtés de Damana Adia Pikas, qui dirige, lui, la coordination des patriotes ivoiriens en exil. COPI. Damana Pikas n'est pas non plus un inconnu. En novembre 2010, il est le représentant du Front populaire ivoirien au sein de la commission électorale indépendante. Le 30, c'est lui qui, d'un geste rageur, devant les caméras de télévision, arrache les résultats des élections présidentielles qui donnent la victoire à Alassane Ouattara. À Accra, Damana Pikas s'est imposé comme le leader des patriotes ivoiriens, tandis que Charles Blé Goudé préfère se faire discret depuis que la justice ivoirienne a émis un mandat d'arrêt contre lui. Ancien ministre de la Jeunesse, dans le dernier gouvernement de Laurent Gbagbo et chef emblématique des jeunes patriotes, Blé Goudé a fui Abidjan par la Lagune quelques jours seulement avant que le bunker où s'était retranché le couple présidentiel ne soit bombardé, une défection qui lui vaut aujourd'hui encore des rancœurs de son propre camp. Désormais, il vit retranché dans sa résidence de Tema, dans la banlieue d'Accra, et se garde bien de se mêler ouvertement de politique. L'homme se méfie. Il envoie de temps à autre des émissaires plaider sa cause et celle de Gbagbo en Côte d'Ivoire, en France, en Gambie ou en Guinée équatoriale. Ses proches, d'ailleurs, assurent qu'il peut encore compter sur le soutien du président Yaya Jammeh à Banjul, de Théodore Obiang Nguema à Malabo. À Accra, Blé Goudé se montre peu et exclu. Dans l'immédiat, un retour au pays. Il est pourtant resté en contact avec le commandant Isiaka Ouattara, un proche de Soro Guillaume. Et donc, j'arrête l'article là parce que c'est un peu long, mais pour ceux qui veulent lire. Et donc, à la lumière de cet article-là, vous comprenez que leur volonté aura été, tous confondus, de prendre leur revanche sur Ouattara. C'est pourquoi on a connu la multiplication des attaques. Mais ce qui est le plus intéressant, on me dira, mais l'article que tu as écrit là, c'est un vieux article. Ça, il faut que je donne la date aussi pour ceux qui veulent vérifier. J'ai mis le lien. C'est un article qui a été écrit le 8 mai 2012. Et là, ce qui est le plus intéressant, et aujourd'hui nous sommes en 2023, tout le monde sait ce qui s'est passé. Blé Goudé rentre au pays. Mais quelle est sa stratégie aujourd'hui? Si moi je dis que je la connais, ce serait mentir. Mais ceux qui ont travaillé avec Blé Goudé, je crois bien qu'il s'appelle Olivier le Monarque, on va l'écouter ici ensemble, et eux nous disent qui Blé Goudé est. Comment vous voulez nous convaincre de ce qui n'est pas? Comment vous voulez convaincre les gens que le soleil sort maintenant au centre de la terre? On écoute ici cette vidéo-là qui date de 2023 et vous allez me dire si Blé Goudé a changé ou pas pour convaincre les gens. Quand je dis qu'on a été instrumentalisé, qu'on a été utilisé, qu'on a tous fait le lit et le jeu de Charles Blé Goudé, par moment, il y en a qui se disent, mais tu dois être sot quand même. Comment est-ce que Charles Blé Goudé est parvenu à te retourner le cerveau ou à faire ceci, à faire cela? Il faut dire que Charles Blé Goudé, on peut trouver des mots méchants pour lui, mais il y a une chose qu'on doit lui reconnaître. Il y a une chose qu'on doit lui reconnaître. Il est très démoniaque. C'est un esthéticien morbide. Oui, c'est un esthéticien morbide. Il excelle dans tout ce qui est de Machiavel. Charles Blé Goudé est très excellent. Quand vous le regardez, il a tout l'air d'un idiot, honnêtement. Quand vous regardez Charles Blé Goudé, avec tout le folklore qui l'entoure, sa façon de traîner avec des gens de basse mœurs, de flirter même avec des analphabètes, tout ça, mais ne vous y trompez pas du tout. Ah non, 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 non. Là, il est en train de faire la stratégie du mort pour qu'il soit méprisé. Pourtant, en vérité, il est à la tête d'une organisation, ma petite fille soit saluée du sang, Okora, il est à la tête
d'une organisation, honnêtement, qui veut que ce soit l'ère de la Fessi à la tête de la Côte d'Ivoire. Certains militants du RHDP ne le comprennent pas. Parce que pour eux, le fait de ne pas attaquer Ouattara, ça fait de Charles Blé Goudé leur allié. Maintenant, j'ai dit, quand Draman va tomber là, que ce soit M. Babo Laurent, que ce soit M. Bétier, que ce soit même Bappé ne vous aime pas. Regardez, prenez les responsables du COGEP. S'il y a trop, c'est 2 Djoula. Même il y avait un Djoula parmi ces CB activistes là. Il y avait un qui est Djoula. Il a démissionné. Il peut pas supporter. Il a démissionné. Qu'on étudiant qui est insulté Babo Laurent encore de Blé Goudé. Qui est insulté, ça fait Djoula. Et donc on va arrêter là pour aussi dire que le même monsieur nous disait comme ça, je crois Olivier Le Mounat, que Blé Goudé, avant de rentrer en Côte d'Ivoire, là, après avoir reçu ses passeports, là, qu'il a été voir des marchands d'armes. La vidéo aussi existe. Il peut poser plainte aussi contre ce monsieur-là aussi. Mais tout ça, les gens vont dire qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, qui ne sait pas que Blé Goudé est en collision avec des gens pour déstabiliser le pays à partir du problème de la RTCI. Et donc, chers Ivoiriens et surtout chers partisans du président et du docteur Ouattara, faites beaucoup attention. Ne vous laissez pas tromper. C'est tout ce que nous on peut vous dire.